Bienvenue dans la famille en question. Alors qu'une grande consultation nationale sur la dépendance a été lancée début janvier, on va s'intéresser cette semaine à l'entrée d'une personne âgée en maison de retraite. Une étape délicate, difficile pour la personne concernée comme pour ses proches. Alors comment se préparer à passer ce cap ? Peut-on être heureux en maison de retraite ? Nous tenterons avec nos invités d'apporter des éclairages pour un choix plus serein. J'accueille tout d'abord Marielle Richen. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du service évangélique des malades pour le diocèse de Créteil dans le Val-de-Marne. Vous êtes également aumônier d'une maison de retraite. Vous visitez avec une petite équipe des résidents et vous nous parlerez de cette expérience. Avec plaisir. À vos côtés, Catherine Bergeret-Amsalek, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste et vous accompagnez notamment des personnes âgées. On vous avait déjà reçu sur ce plateau. Merci à nouveau de nous avoir rejoints. Et bien sûr, vous nous parlerez de votre pratique et de ce travail que vous faites dans cette étape délicate de l'entrée en maison de retraite pour les personnes âgées. Enfin, on retrouve Jean-Louis Bavoux. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Et vous nous apporterez bien sûr votre éclairage sur cette question. Tout à fait. Tout à l'heure. Alors tout de suite, on part à la rencontre de Simone. Elle vit en maison de retraite dans les Yvelines. Contrairement à la plupart des personnes âgées qui entrent dans ces établissements quand elles n'ont plus le choix de vivre à domicile, Simone, elle, a voulu anticiper cette échéance. Reportage. Simone Ferdandi a aujourd'hui 90 ans et vit à la maison de retraite des Sœurs Augustines à Versailles. Il y a 5 ans, elle a annoncé à sa famille son choix de quitter son appartement et de venir vivre ici, alors qu'elle était encore autonome. Ils m'ont dit, écoute, puisque c'est ta décision, on l'accepte. Et puis, malgré tout, on ne sera pas coupé avec toi. Enfin, continuera. Donc, je suis rentrée absolument consciente. Je me souviens très bien que tu as dit que tu ne voulais pas que ça soit une décision prise subitement, trop tardivement, et que tu voulais choisir ton lieu. Oui. C'était ça qui était important pour toi, non ? On savait que c'était elle qui avait pris sa décision, donc on n'avait pas l'impression de lui faire violence, et on s'est dit au contraire, il faut qu'on l'accompagne dans cette décision. Donc on a été acheter, je me souviens, on a été chercher les meubles, des petits meubles qui conviendraient dans sa chambre. Mon frère lui a fait des petits bricolages pour qu'elle puisse remettre ses petits objets et tout ça, pour qu'elle se sente chez elle très vite et que ça soit un passage le plus facile possible, quoi. Je remercie mon Dieu tous les jours d'avoir fait le bon choix, comme on dit. Même s'il y a eu un temps d'adaptation pour Simone, la savoir entourée a réconforté sa famille. Donc au niveau solitude, c'est très très rassurant. Et puis au niveau santé aussi, parce qu'on se dit même effectivement, si elle est malade la nuit, elle peut appeler, elle n'est pas toute seule chez elle. Donc ça c'est aussi un critère tout à fait important et qui nous rassure au quotidien. Et puis maintenant, maman, elle a sa vie ici, quoi. Ah oui, je suis chez moi. Oui, tout à fait. Au fil du temps, Simone a retrouvé un quotidien et des repères au sein de la maison. Quand elle en a besoin, elle descend au petit magasin de l'entrée pour y faire ses courses et garder un contact avec les autres résidents. Ça ira. Ben, c'est bien. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Si Simone a pu choisir, la plupart des personnes viennent ici en dernier ressort et à plus de 90 ans, car elles sont devenues dépendantes. Pour faciliter leur entrée, la Maison des Sœurs Augustines a mis en place un accompagnement individuel. L'équipe se met en place pour accueillir au mieux le résident dans la journée et même dans les jours qui suivent, puisque nous mettons à disposition, nous nommons un parrain ou une marraine qui s'occupera du résident pendant les 72 heures et plus, de façon à ce que la personne ne soit pas trop perdue, parce que c'est un gros changement. En prenant sa décision il y a plusieurs années, Simone a pu trouver un établissement qui lui correspondait vraiment. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Alors qu'un Français sur 3 aura plus de 60 ans en 2050 selon l'INSEE, un choix accompagné et un dialogue entre les générations seront d'autant plus essentiels pour préparer la famille à l'entrée d'un proche en maison de retraite. Alors Marielle, vous rencontrez des personnes comme Simone dans la maison de retraite dans laquelle vous êtes aumônier ? Oui, tout à fait. Alors il y a celles aussi comme Simone qui font un choix délibéré et qui n'attendent pas la dernière minute. Mais ce n'est pas la majorité ?
Je vais dire, on a un tiers et un tiers, deux tiers dans la maison où je suis. Un tiers de décision choisie, un tiers de deux décision tiers choisie, voilà. Un peu plus... Mais par contre, ce que je crois qui est important, c'est qu'elles puissent redire chaque jour le choix qu'elles ont fait. Comme dans un couple, c'est important de se redire régulièrement qu'on s'aime presque tous les jours. Tous les jours, régulièrement, il faut qu'elles se disent moi, j'ai choisi ce lieu. Parce que même quand c'est ce choix-là, qu'elles ont recréé un coin convivial qui leur rappelle leur maison, quand elles ont rencontré, créé un cercle d'amis, souvent elles me disaient « Marielle, vous savez, c'est quand même très difficile de quitter sa maison. » De toute façon. Et de toute façon, donc même avec les meilleures conditions, en participant aux activités, en étant soutenue dans la prière quand c'est possible pour ceux qui le souhaitent, c'est quand même un choix difficile, qu'il faut assumer chaque jour. Catherine Bergeret-Amsalek, vous êtes d'accord avec cela? C'est toujours de toute façon un choc d'entrer dans une maison de retraite? C'est évident que c'est un choc, c'est une étape, mais je pense qu'il est important, peut-être pas de se répéter avec la volonté, je l'ai choisi, mais c'est important qu'il y ait des personnes comme vous qui puissent entendre l'ambivalence. Parce qu'on peut l'avoir choisi avec sa tête et avec son cœur, on est repris dans des sentiments, on n'arrête jamais de faire des pas en arrière avant de faire des pas en avant. Donc on regrette forcément la vie d'avant. L'entrée en maison de retraite, le cap de l'entrée, c'est renoncer à sa vie d'avant pour se dire qu'on est peut-être venu là pour vivre, mais aussi pour mourir. Donc il y a forcément de l'angoisse, il y a forcément une période de transition. Une fois qu'on a intégré ce nouveau lieu, dans le meilleur des cas, comme on a vu dans le reportage, comme un lieu de vie, alors après il y a des va-et-vient. Il y a des jours où on a le moral et on est heureux, il y a bien sûr des jours où on regrette, mais c'est important, je trouve, plutôt de pouvoir exprimer soit ses regrets qu'on transforme en désir dans le meilleur des cas, soit de pouvoir dire écoute, voilà, avant j'étais comme ça, mais de maintenir le sentiment continu d'exister. C'est important qu'il y ait une suite. On n'est pas une personne anonyme, on avait une vie avant. Et selon ce qu'on faisait avant, si on était pratiquant ou non, si on était philosophe ou épicier par exemple, c'est important de retrouver des objets, des passions, de la joie de vivre dans le lieu où on va aller. Mais que de travail, de broderie pour y arriver. D'accord, vous nous parlerez de ce travail-là. Et alors justement, là on a entendu, Simone a fait un choix il y a plusieurs années. Donc comment est-ce qu'on peut préparer cette étape-là? Comment est-ce que vous accompagnez des personnes qui viennent vous consulter et qui se posent peut-être cette question-là d'entrer en maison de retraite? Oui, parce que je reçois des personnes de tous les âges. Donc je les reçois aussi, à partir de quel âge est-on âgé, Je les reçois dans les personnes dites âgées, je dirais à partir de 60-65, j'en ai eu jusqu'à 90 ans. Alors c'est pas la même chose de se dire âgé à 70 ans quand on est à l'aube de la sénescence et quand on arrive à 90 ans en grande vieillesse. C'est pas pareil d'être vieux en bonne santé ou ce qu'on appelle dépendant. On est tous dépendants des autres, du regard de l'autre. Mais quand les personnes se posent la question quand elles sont pas entrées dans la dépendance. Pas forcément, elle peut se poser la question avant, tout dépend de la personnalité. Dans votre reportage, on sent que c'est une femme qui a une grande personnalité puisqu'elle l'a décidé. Mais elle m'en parle même à 65-70 ans et elle me parle de leurs parents. Parce qu'à 65-70 ans, j'ai des personnes en analyse qui ont à accompagner leurs parents âgés, justement, et qui se font beaucoup de soucis parce que d'abord, elle leur montre le chemin, ces personnes de 65-70, en leur montrant qu'on peut être vieux. Aujourd'hui, on dit senior, comme si vieux, ça faisait vilain. Moi, j'aime le mot vieux qui est noble. Donc, elle leur montre le chemin en leur montrant qu'on peut vivre bien. Leur montre le chemin, c'est leurs ça? propres enfants montrent à leurs parents âgés qu'on peut aussi, et montrent évidemment à leurs enfants qui sont encore parfois ados ou jeunes adultes, qu'on peut bien vieillir. Mais elles ont devant elles leurs parents âgés et elles ont peur de vieillir pareil. Alors, elles anticipent et parfois elles disent est-ce que je vais mettre maman? Est-ce que maman ou papa? Est-ce que je vais les laisser encore à la maison parce que bientôt j'ai peur qu'ils chutent, etc. Et comment choisir? Alors on peut préparer avant, parce que j'estime que si on démythifie la vieillesse, si on change notre regard sur le grand âge, aujourd'hui il ne faut pas faire son âge, il faut faire jeune. On ne se rend pas compte que de vieillir, c'est pas marrant, mais c'est un trésor aussi. Et je dis pas ça parce que je suis encore jeune, j'ai 57 ans. Je vous le dis, ça me travaille quand même. D'ailleurs, si je travaille là-dessus, c'est quand même qu'on est travaillé par les sujets qu'on a choisis. Mais alors évidemment, quand on est encore en forme, on ne va pas forcément visiter une maison de retraite. Et pourtant... Ça vous encouragez les personnes peut-être à le faire? Oui, parce que je trouve ça intéressant. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une question de bon sens.
c'est pas parce que la maison de retraite est chère ou pas chère qu'elle est bien. Il y a des maisons de retraite bien parce que le personnel est motivé, bien formé et a une éthique. Et puis il y a les maisons de retraite marketing où il y a, c'est vrai, et ça a été dénoncé par certaines émissions, et moi je trouve que c'est pas mal, même si c'est pas partout comme ça. On a diabolisé les soignants. Les soignants, ce ne sont pas des gens à diaboliser. C'est un métier très difficile d'accompagner des personnes âgées au quotidien. Mais il y a aussi de la maltraitance. Donc c'est bien que ça ait été dit. La maltraitance, ça peut être aussi insidieux. Ça peut être porter un plateau en disant la 404, elle a eu son repas, on lui flanque comme ça, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas de toucher, il n'y a pas de goût à travailler. Mais si on débloque des crédits, qu'on forme les soignants, qu'on mette des groupes de parole pour les soignants et pour les familles, on s'aperçoit qu'on peut faire de très jolies choses dans des maisons de retraite, comme le dit Pascal Chanvert, qui est président de l'ADPA, l'association des présidents des directeurs de maisons de retraite. Eh bien, on s'aperçoit qu'on peut faire ce qu'il appelle des maisons de retraite à domicile, c'est-à-dire comme chez soi. D'accord, donc il y a des possibilités, il faut les explorer. Il faut les visiter, il faut voir si on est bien accueilli. C'est comme quand on veut accoucher, qu'on visite sa maternité, la salle de naissance. Il faut visiter la salle des repas, voir si c'est bon. Et puis il faut se mettre, si possible, en contact avec des familles qui ont eu des parents âgés dans cette maison. Est-ce qu'ils ont été contents ? Est-ce que c'est bon à la nourriture? Est-ce qu'on est écouté? Est-ce qu'il y a un échange intergénérationnel? Est-ce qu'on fait venir des écoliers? C'est important d'avoir des jeunes quand on est âgé. Si on reste qu'entre personnes du même âge, d'ailleurs ce qui est très drôle, c'est que les personnes âgées, j'en ai dans ma clientèle, qui sont déjà bien âgées, puis on peut sortir d'une maison de retraite, c'est pas une prison, on peut aller se promener, on peut faire des choses. Elles me disent, oh là là, ils m'ont mis dans un établissement, mon Dieu, à 80 ans. C'est que des vieux là-dedans, qu'est-ce que je fais là, moi? Qu'est-ce que je fais là? Parce qu'on ne se voit pas, on se projette pas. On se sent jeune à l'intérieur. Dans cet âge-là. Il n'y a pas d'âge à l'intérieur. Marielle, alors les proches, les familles des résidents que vous rencontrez également, est-ce que du coup ces familles s'ouvrent à cette réalité de la maison de retraite quand elles viennent visiter leurs parents? Est-ce que du coup elles en parlent avec vous de cet univers? Alors, effectivement, parce que nous, ma mission, c'est effectivement le résident en priorité, mais aussi l'accompagnement des familles, l'accompagnement du personnel soignant, vous en parliez, et ça c'est important. Et moi j'ai la chance d'être dans une maison entre guillemets idéale parce qu'il y a vraiment un bon relationnel entre la direction, la psychologue, le médecin, le personnel soignant, les familles et l'équipe d'aumônerie. Et on est dans un contexte privilégié, je pense, par rapport à certaines autres maisons. Mais ça, c'est très important parce que parfois, comme vous le disiez, ce sont les familles aussi qui culpabilisent. Et donc, nous aussi, au cours d'une conversation ou quelquefois par un temps de prière, c'est possible de dédramatiser leur angoisse, en fait. Il y a de la culpabilité chez les familles? Bien sûr, parce qu'elles ont l'impression de lâcher, de laisser leurs parents en se disant... Des fois, on se promet d'ailleurs, on se dit, moi, mes parents, jamais je ne les mettrai dans une maison. Mais tout dépend du contexte. Parfois... Il ne faut pas être pour ou contre la maison de retraite, parce que c'est au cas par cas. Parfois, on ne peut pas faire autrement. Quand on travaille, qu'on a des enfants à s'occuper ou autre, on ne pourrait pas s'occuper pareil de ses parents. Parfois, c'est mieux de faire en sorte qu'ils n'entrent pas dans cette maison et qu'ils restent accompagnés. Et l'idéal, c'est de maintenir la personne à domicile. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un oiseau quitte son nid, vous savez qu'un oiseau tisse des petites brindilles dans son nid. Il y a une odeur, il y a un environnement. Une personne âgée, quand on va lui rendre visite chez elle, c'est d'ailleurs très joli, elle garde des piles de journaux empilés, elle garde des boîtes. Si on lui met un objet là, ça la perturbe. Elle a besoin de repères. Donc l'entrée en maison de retraite, c'est un déracinement. C'est comme l'oiseau qui tombe du nid. Donc il faut lui recréer un nid, évidemment. Et c'est pas simple. Et c'est pas simple. Et c'est vrai que ça peut être culpabilisant pour un enfant qui n'en est plus un, de voir son parent âgé sortir du nid, on a l'impression de le mettre dehors. Et bien sûr, on se culpabilise et il y a de l'ambivalence. Et l'agressivité se reporte sur le soignant qui est en compétition avec l'enfant qui n'en est plus un en se disant « Mais maman, j'ai l'impression qu'elle aime bien cette infirmière. Elle lui dit des choses qu'elle ne me dit pas à moi. C'est qu'elle m'aime moins, voire c'est qu'elle m'aime plus. Oh, puis elle est agressive, cette infirmière. J'ai remarqué qu'elle ne lui a pas mis ça comme je voulais. » C'est comme quand on met son enfant à la crèche. Il y a une rivalité entre la maman et le personnel. Donc tout ça, c'est un travail qui doit se faire avec chacun des protagonistes pour ce que j'appelle, moi, déminer le terrain. On peut déminer le terrain psychique avec un aumônier, avec une psychanalyste, avec une psychologue, avec une femme de ménage qui, elle, a le temps et la patience, parce qu'elle va entrer dans la chambre et prendre le temps. C'est une question de rapport humain.
d'une question d'humanité, chose qui se perd aujourd'hui. Alors après le choix, on va parler maintenant de l'arrivée en maison de retraite. Marielle, comment est-ce que vous accompagnez ces personnes âgées qui arrivent, qui doivent être un peu déroutées dans les premiers jours de leur arrivée? On entendait dans le reportage qu'il y a un accompagnement personnalisé. Oui. Comment ça se passe, vous, en tant qu'aumônier? Nous, systématiquement, quand une personne arrive, on est prévenu. Oui. Et donc, je vais faire une visite. Mais la visite, c'est l'accompagnement, c'est l'écoute. Oui. C'est d'abord l'écoute. C'est pourquoi... qu'elle accepte de dire pourquoi elle est là, oui. Au moins d'être capable de l'entendre. Il y a une écoute particulière auprès des personnes âgées? Une écoute particulière auprès des personnes âgées et des malades. En fait, je crois que la meilleure, moi je dis la meilleure évangélisation, c'est l'écoute. C'est vraiment une présence. Mmh. C'est de savoir repérer les petits points qui ne vont pas et de pouvoir après le retravailler en équipe. Parce que régulièrement, je vais faire le point avec la psychologue en disant voilà, je croyais qu'on avait réussi à pas une bonne adaptation, parce qu'il faut du temps, vous le disiez, oui. Mais ce travail d'équipe est très important. Moi, je fais le point régulièrement avec la psychologue. Et le travail d'accompagnement, c'est d'abord savoir écouter. Ça, je suis d'accord. Savoir écouter. Ouais. Et alors, les attentes de ces résidents, et notamment des résidents chrétiens, qu'est-ce que vous leur proposez de vivre au niveau de la foi? Alors, ce qui est important pour moi, c'est de garder un lien ecclésial. Ça, c'est très important. Donc, on leur propose un temps de prière mensuel. Oui. Souvent, c'est la méditation du chapelet. Et puis une messe. On a un prêtre accompagnateur de la paroisse qui vient tous les mois dire une messe. Et moi, je tiens aussi beaucoup à ce que cette annonce des messes et des temps de prière qui sont à la résidence soit faite à la paroisse. En dehors de la maison, hein. Donc là, vous parlez de paroisse, à votre paroisse. Donc les informations mensuelles, chaque dimanche les informations, le temps d'information. Parce que c'est un monde qui est quand même fermé, ça? C'est pour ça que vous en parlez à l'extérieur? Ça peut être fermé, oui, hein, vous le disiez, mais justement, l'intérêt, c'est de faire comprendre que ce sont des gens qui, certes, ne peuvent plus être chez eux, mais qui vivent, qui sont vivants. Ce n'est pas des locs, c'est des gens qui sont vivants, avec qui on peut parler pour la plupart, même dans les Cantu, dans les Alzheimer. C'est un autre type de relation, mais ils sont bien vivants avec nous et ils sont capables de prier en plus. Vous mentionnez les Cantu, pour téléspectateurs, ce sont des services fermés. C'est les lieux fermés pour les personnes vraiment très désorientées, Alzheimer et dérivées de la maladie d'Alzheimer. Et donc, les personnes de la paroisse viennent aussi au temps de prière et aux messes. Et ça permet à des voisins de se retrouver. Je pense à 2 personnes en particulier qui sont ravies c'est l'occasion d'une visite. Non seulement on a partagé un temps de prière, une Eucharistie, et puis après, c'est aussi un petit temps de visite. Et ça, c'est important. Ça, moi, le tissu ecclésial, ça a été un combat à une certaine époque, oui. Catherine Bergeron-Amsalek, c'est important que ces lieux restent des lieux ouverts. Vous parliez de la possibilité pour ces personnes, quand elles le peuvent, de sortir. Bien sûr. Il faut qu'il y ait un lien avec l'extérieur. À mon avis, c'est indispensable. Un lien culturel, ça n'a l'air de rien, mais avoir la presse le matin, si on peut sortir de la maison et aller jusqu'au coin, même en fauteuil, pousser, chercher son journal, il faut adapter selon le degré de dépendance. Et puis la visite des enfants et des petits-enfants fait beaucoup de bien. C'est essentiel qu'ils soient en lien avec leur famille, les résidents? À mon avis, c'est essentiel quand ils le peuvent, quand c'est pas trop conflictuel, évidemment. Et puis parfois, ce qui est formidable, c'est de pouvoir organiser une sortie, c'est de dire, voilà, je vais chercher mon grand-père, ma grand-mère, ou ma mère, ou mon père tel jour, on organise, ça peut s'organiser et de faire une fête ou un week-end ou quelque chose en dehors de la maison. Et la présence des jeunes est importante. Des petits-enfants? Les petits-enfants, mais moi je fais intervenir des écoles, par exemple. On a 2 écoles privées dans le secteur et je demande aux équipes de venir. Alors il y a des enfants qui sont venus faire des spectacles, il y a des enfants... Là je suis pour parler avec l'aumônerie du lycée, pour qu'ils viennent animer un temps de prière ou une messe. Alors la difficulté, du théâtre. Oui. La difficulté, c'est de conjuguer les horaires de la maison de retraite et des jeunes. Des écoles. Catherine Bergeron-Amsalek, on peut être heureux en maison de retraite? Bien sûr. Si oui, à quelles conditions? On peut être heureux en maison de retraite et malheureux chez soi ou inversement, à la condition de ne pas se sentir abandonné.
de se sentir une personne et d'avoir encore de la joie de vivre et de l'intérêt et de l'échange. À partir du moment où on se sent respecté par le personnel, où on sent que la famille, il y a encore un lien si possible, parfois il n'y a plus de famille, ça, tout dépend des cas. Il faut trouver la solution pour que la personne soit non pas chosifiée, mais qu'on respecte que c'est un sujet en devenir. Tant qu'on est en devenir et qu'on peut découvrir, on peut être, que ce soit en maison de retraite ou n'importe où. Et vous parliez de spiritualité, il y a un chemin intérieur de spiritualité, pas forcément religieux, la spiritualité n'est pas forcément religieuse, un chemin d'intériorité. Et c'est pas pour faire joli, je pense qu'on peut grandir jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand on vieillit, on perd l'aspect de ce qu'on a été en partie, parce qu'il y a des gens qui vieillissent bien, bon, mais il y a accès à des choses, à des sensations, à une centration à l'intérieur de soi qu'on n'a pas quand on est dans une course à ce qu'on veut montrer, c'est-à-dire à une course à l'avoir. Quand on est dans l'être, on prend le temps de regarder, on prend le temps de s'étonner d'une feuille qui bruisse au vent à travers la fenêtre, parce qu'on est assis, qu'on ne peut plus bouger, on l'a regardé, on a vu que le soleil venait sur la table et que c'était joli le bois au soleil. En temps normal, on n'a pas le temps, on s'agite. Les gens s'agitent, ils ne prennent pas le temps d'être, ni de s'écouter, comme vous dites. Il n'y a pas d'écoute dans la vie. Bonjour, donc, tu vas bien, et toi, et tes vacances? Et alors ton mari, c'est saoulant. Là, on peut vivre, c'est un lieu de vie. Seulement pour cela, il faut un combat politique, et je pense qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, puisqu'on va être de plus en plus vieux, il va bien falloir s'organiser psychiquement et matériellement pour qu'il y ait de plus en plus de lieux de vie. Il n'y a d'ailleurs pas que les maisons de retraite, il y a des gens qui, en amont, s'organisent pour se dire, si on louait un appartement ou une maison ensemble, pour faire un lieu de vie. D'autres possibilités qui sont à explorer. On y reviendra, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, évidemment, sur cette question des maisons de retraite. En tout cas, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Je me tourne vers vous, Jean-Louis. Ce qui a été entendu fait écho peut-être à des expériences que vous avez eues, vous, dans votre entourage? Moi, j'ai envie déjà de mettre un petit pavé dans la mare, sans vouloir culpabiliser qui que ce soit, mais c'est vrai quand même que les maisons de retraite, c'est un problème purement occidental, de civilisation dite développée, et que dans toutes les civilisations traditionnelles, les personnes âgées meurent chez elles. Donc c'est un vrai problème pour moi. Je suis médecin, d'ailleurs, entre parenthèses. Moi, mon but je crois que c'est un des trucs que je me fixe de façon la plus aiguë dans l'exercice de ma profession, c'est de garder les gens le plus possible à la maison. Ça, c'était un préalable. Donc, la société dans laquelle on vit fait que nous sommes devant ce problème qui est un vrai problème, parce qu'on a beau dire, je suis convaincu, même si on peut faire un travail et s'intégrer et finalement être heureux en maison de retraite, par expérience personnelle, et je pense moi quand même qu'il y a un vrai déchirement quand on quitte la maison, vous l'avez dit, et que c'est quand même très difficile de vivre heureux dans ces maisons qui, vous avez eu raison de relativiser, le personnel soignant travaille, et c'est très difficile, hein, c'est un boulot très dur de s'occuper des personnes âgées, mais globalement, moi je trouve que ça ne se passe pas très très bien dans les maisons de retraite. Et il me semble donc qu'il faut un travail énorme que vous fournissez toutes les deux et que l'Église essaye d'assumer, de visite. Honore ton père et ta mère. Pour ceux qui ont des familles, je pense que le rôle des enfants qui font ce choix-là, avec leurs parents parfois, puis comme nous l'a montré l'émission, l'extrait qu'on a vu, l'interview d'Yvonne Simone, il faut quand même les entourer, les aimer, leur montrer qu'on est là, leur montrer qu'ils sont des personnes et qu'ils existent. Mais à mon avis, il y a vraiment quand même un problème, une question à régler en amont, et même économiquement, je pense que s'il y avait une vraie volonté politique, ça reviendrait moins cher de garder les personnes à domicile. C'est l'idéal, le maintien. Ça garderait moins cher. Et je terminerai par une toute petite chose. Nos presbytères, il me semble qu'il serait très simple que les paroissiens, pour leurs vieux prêtres, assument le maintien à domicile des vieux prêtres et aident les curés à garder les vieux prêtres dans les presbytères plutôt que de les mettre dans des maisons. Je pense que l'Église a un témoignage là-dessus. Alors maintenant, je ne veux surtout pas culpabiliser. J'ai mis moi-même
ma chère maman dans une maison de retraite qui avait un Alzheimer terminal et qui a été soulagée de ses angoisses épouvantables quand elle était à domicile. Et j'en ai beaucoup souffert. Et elle, je crois, au contraire, en a bénéficié. Mais c'est un problème qui est très difficile. Mais je crois qu'il faut quand même se poser cette question en amont du pourquoi de notre civilisation très développée. Voilà, elle se pose cette question-là, le placement des personnes âgées. De ses propres parents. Merci Jean-Louis. Alors je signale le livre paru sous votre direction, Catherine Bergeret-Amsalek, La cause des aînés pour vieillir autrement et mieux, paru chez DDB. Et bien sûr, sachez que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site ktotv.com. Très bonne semaine à tous. À mercredi prochain. Au revoir.